Donc il s'agit de la dernière conférence de ce congrès. Et je crois pour terminer ce congrès franco-belge, une table ronde franco-belge, si j'ose dire, donc sur le sujet du rôle de la physique dans la société. Alors évidemment, tout le monde pense à l'année 1905, 2005, l'année Einstein. C'était évoqué tout à l'heure à un autre titre, mais bon, les questions de société n'ont pas non plus été étrangères à Albert Einstein. Ceci dit, le contexte a radicalement changé. C'est ce que vont nous montrer les interventions des deux conférenciers. Donc, à ma gauche immédiate, Jean Bricmont, donc, qui est professeur de physique théorique à l'Université catholique de Louvain, et qui, par ailleurs, ou parallèlement, ou corrélativement, a depuis une dizaine d'années publié un certain nombre d'ouvrages et d'articles sur des sujets de philosophie des sciences, de relations entre sciences et société. Et évidemment, tout le monde a en tête sa collaboration avec Alan Sokal, suite au canular concocté par celui-ci vis-à-vis de certains tenants de sciences sociales. Et puis, un peu plus loin à ma gauche, Étienne Klein, qui lui aussi a une double personnalité, c'est-à-dire qu'il est physicien au CEA, et donc il est aussi docteur en philosophie des sciences, et m'a-t-il dit juste avant, il est en train de monter un laboratoire d'épistémologie appliquée au commissariat à l'énergie atomique. Une information de première fraîcheur. Et puis, par ailleurs, il est aussi l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont je ne veux pas faire la liste ici. Je crois que le mieux, c'est d'écouter les deux intervenants. Donc, en premier lieu, Étienne Klein, qui va nous donner quelques éclairages sur la reconfiguration des relations entre la science et la société aujourd'hui. Bon, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai peu de temps, on a peu de temps pour cette table ronde, donc je vais essayer d'aller assez vite, en un quart d'heure, vous décrire la façon dont je perçois ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps concernant les relations entre la science et la société. L'objet de mon exposé, ça n'est pas le rôle de la physique dans la société, mais plutôt cette espèce de reconfiguration à laquelle on assiste entre la science et la société. Et comme je n'ai aucune compétence dans ce domaine, j'ai travaillé de la façon suivante. Je me suis efforcé de lire tous les jours 3 quotidiens français, qui sont Le Monde, Libération, Le Figaro et parfois l'Humanité. Les pages sciences quand il y en a, mais d'une façon générale, j'ai essayé de noter à chaque fois la façon dont la science était appréhendée par le journaliste, qu'il s'agisse d'un problème de physique, ITER par exemple, ou bien les OGM, ou bien la prolifération nucléaire, ou bien les technosciences, ou bien les nanosciences, etc. Et ça m'a conduit à essayer de catégoriser ce que j'appellerais les nouvelles questions adressées aux scientifiques. Et une fois cette enquête faite, cette enquête je l'ai menée entre septembre 2004 et décembre 2004, une fois cette réflexion faite, cette enquête faite, pardon, j'ai essayé de discuter avec mes étudiants, qui sont des élèves ingénieurs d'une vingtaine d'années, qui sont 400, donc ça m'a semblé un échantillon assez représentatif. J'ai essayé de discuter avec eux des termes utilisés dans l'énoncé de ces questions pour voir s'ils se sentaient en harmonie intellectuelle avec la façon dont la science perçoit aujourd'hui la société. Alors, pour aller vite, je dirais que ces questions se classent en 4 catégories. La première catégorie, c'est les questions qui interrogent les nouvelles relations entre la science et le pouvoir. Pas forcément le pouvoir politique, le pouvoir au sens de la puissance militaire, éventuellement, technologique, etc. Et chacun a bien compris qu'au XXe siècle, notamment, la science s'est faite complice de la barbarie, de l'horreur, de la guerre, etc. Et on voit des personnalités de plus en plus nombreuses qui se demandent, c'est pas une question nouvelle parce qu'elle est déjà dans Platon, mais ils se demandent s'il n'existerait pas un lien quasi ontologique entre
l'exercice des sciences et celui de la domination violente. C'est-à-dire, est-ce que désirer comprendre le monde et désirer écraser l'autre, ce ne sont pas deux mouvements qui relèvent de la même pulsion? Voilà la question telle qu'elle est posée. Et on peut se demander donc si la science et la puissance ne fonctionnent pas ensemble par le biais d'une sorte d'élan commun inconscient. Alors, les gens disent, par exemple mes étudiants disent, que la science déclare qu'elle a pour ambition de décrire le monde et d'inventer de nouveaux concepts, un peu comme la philosophie d'ailleurs. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que la fonction première de la science aujourd'hui, c'est de comprendre le monde? Est-ce que ne serait pas plutôt devenue une vaste technoscience dont l'activisme fébrile ne vise plus que la maîtrise, l'action, l'innovation, la puissance et l'efficacité? Ça, c'est une question d'étudiants, hein. Ils se reconnaissent tout à fait dans ça. Ils ont l'impression qu'on leur apprend à être efficace et non pas à comprendre le monde. Et il me semble que dans cet état d'esprit collectif, il y a quelque chose d'assez nietzschéen. Parce que quand vous relisez quelques-uns des livres de Nietzsche, notamment Le Gai Savoir, il me semble qu'il anticipe avec quelques décennies d'avance l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Il écrit par exemple, dans Le Gai Savoir, « Qu'est-ce à dire? Si l'on en croit les scientifiques, la fin dernière de la science serait de procurer à l'homme le plus de plaisir possible et de lui éviter le plus de déplaisir possible. » Et Nietzsche répond à cette question en disant « Il se pourrait pourtant bien qu'un jour, la science se révélât être la grande pourvoyeuse de douleur. » Moi, je pense que ce genre d'idée diffuse dans notre inconscient collectif. Je lisais l'autre jour une interview de Houellebecq. Bon, Houellebecq, dans son livre et dans les interviews qu'il peut donner à son propos, dit qu'il est persuadé que nous ferons tout ce que la science nous permettra de faire. Et que les barrières éthiques ne seront d'aucune efficacité. Tout ce que la science permettra de faire, quelqu'un le fera. Et je pense que cette idée trouve dans le public un certain écho. Alors, je ne veux pas dire par là que ce constat, parce que je pense que ça relève d'une sorte de constat, ce constat suffise à expliquer la désaffection des étudiants pour les disciplines scientifiques. Pas du tout. Parce que quand vous regardez les statistiques historiquement, vous voyez que la période pendant laquelle les étudiants se sont inscrits en physique sans se poser de questions, c'est l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, c'est Hiroshima qui a rempli les amphis de physique. Et mes étudiants qui aujourd'hui délaissent la physique pour s'inscrire dans un MBA quelconque, pour faire du business en gros, ne le font pas pour venir en aide à l'humanité souffrante. Donc, je ne dis pas ça du tout pour interpréter la désaffection, mais ce constat existe par ailleurs. La deuxième catégorie de questions, c'est le lien entre science et développement. Je pense que nous percevons, nous constatons même, que le développement est une notion qui diffuse temporellement, mais qui diffuse mal spatialement. C'est-à-dire que quand vous prenez, pour caricaturer les choses, un endroit donné de la planète, à cet endroit, en général, les gens vivent mieux avec un confort matériel plus grand que leurs grands-parents. Donc le développement en lui-même n'est pas contesté, développement économique, technologique, scientifique. En revanche, spatialement, la diffusion se fait mal. C'est-à-dire, il y a des zones sur la planète qui sont complètement ignorées par le développement. Il y a 2 milliards d'individus qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique. Et on voit que l'embrayage qu'invoquaient les scientistes à la fin du XIXe siècle entre progrès scientifique, progrès technologique, progrès matériel et progrès moral, cet embrayage ne fonctionne pas aussi bien qu'il l'avait dit. Et du coup, on se demande si l'utopie, entre guillemets, qu'a transporté la science à la fin du XIXe siècle est encore d'actualité. Troisième registre de questions, le lien entre science et universalité. Et là, pour le coup, je pense qu'on touche à des questions qui expliquent pour partie la désaffection des étudiants pour les sciences. Ce que je veux dire par là, c'est que
Nous avons tous compris que la science est une démarche de connaissance qui est capable d'exhiber de l'universel. C'est-à-dire que la science, pour certaines questions, est capable de fournir des réponses qui ne sont pas contestables. Sur l'âge de l'univers, sur l'antimatière, enfin vous connaissez, vous avez tous des exemples à vous mettre en tête. Donc l'universel qu'exhibe la science n'est pas contesté. Et il y a même un courant assez fort dans l'opinion consistant à dire que la science est la seule démarche de connaissance capable d'exhiber l'universel. Mais la question qu'on pose à propos de cet universel qui exhibe la science, c'est est-il complet? Au sens de la complétude de la physique quantique. C'est-à-dire, est-ce que cette science qui exhibe de l'universel nous permet de répondre à toutes les questions que nous nous posons? Et la réponse, c'est non. Enfin, la réponse que fait la société, c'est non. Et en fait, je pense que c'est une réponse intelligente. C'est-à-dire que la science moderne, avec Galilée par exemple, pour parler de la physique, elle est née, elle est devenue puissante justement parce qu'elle a limité ses ambitions. C'est-à-dire que la science est devenue moderne le jour où elle ne s'est plus intéressée qu'aux questions scientifiques. Et là, on comprend que la physique, par exemple, ne répond qu'aux questions de physique. Et il y a très peu de questions de physique. D'accord ? Les questions qui intéressent vraiment les gens sont des questions qui sont relatives à l'amour, la justice, le vivre ensemble, le bien-être, la justice. Autrement dit, ce sont les questions qui concernent nos valeurs, les valeurs par lesquelles nous décidons de vivre ensemble. Et pour répondre aux questions relatives aux valeurs, eh bien, la science, dans une certaine mesure, ne peut pas nous aider. Et comme nous avons besoin de réponses, nous les trouvons dans des registres qui ne sont pas scientifiques. Et si on entend, donc là je reviens aux journaux que je citais tout à l'heure, il y a une espèce de bruit sourd qui est perceptible à la lecture de ces articles. En gros, on dit aux scientifiques la chose suivante: comprenez bien que ces questions, celles qui sont relatives aux valeurs, sont celles qui nous emportent le plus, car c'est tout autour d'elles que nous construisons nos sociétés. Dès lors, si votre science ne nous aide pas à éclairer notre humanité, si elle est incapable de nous fournir les références dont nous avons besoin, si elle découvre le vrai mais sans pouvoir lui trouver un sens, ne soyez pas surpris si nous n'entrons pas en communion avec votre communauté. Voilà la lettre qu'avait envoyée un lecteur du Monde au journal et que j'ai citée partiellement. Et là, on retrouve une thématique qui était celle exprimée par Husserl dans un livre assez célèbre qui s'appelle Crise des sciences européennes, un livre publié, traduit en français en 1976. Husserl fait cette remarque qui me semble pertinente. Dans la détresse de notre vie, cette science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque malheureuse pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin. Ce sont les questions qui portent sur le sens ou l'absence de sens de notre existence humaine. Bon, il a écrit cela après la Deuxième Guerre mondiale, donc on comprend que ces questions étaient importantes pour lui. Mais je pense qu'on est dans cet état d'esprit. Comment répondre aux questions relatives au sens? Et on voit bien, notamment chez les étudiants, que la tentation devient de plus en plus grande de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire de dire que même pour les questions pour lesquelles la science a le monopole de la réponse, on va dire, puisqu'elle ne répond pas à côté d'elle-même, on va ignorer ses propres réponses. C'est-à-dire, moi j'observe même chez des étudiants en sciences, une sorte de discrédit spontané pour la science et un repliement vers des textes dits sacrés, et toutes les communautés religieuses sont visées, qui vont servir de réservoir de sens pour habiller la science. Alors ça m'amènera peut-être tout à l'heure à discuter de ce point avec Jean Bricmont, parce que je l'ai lu, on a déjà eu des débats ensemble, et Jean Bricmont, pour la question des religions, par exemple, fait preuve d'un optimisme qui, personnellement, me laisse béat, avec cette idée que la raison scientifique va finir par s'imposer, un peu comme le pensait Freud, qui pensait que les gens se rendraient compte un jour que la religion n'est qu'une illusion.
Moi, je ne crois pas du tout ça. Je pense qu'au contraire, et d'ailleurs, en venant ici en train, je ne suis pas un lecteur de Lacan, hein, mais il se trouve qu'on vient de sortir une conférence que Lacan a faite en Belgique aux catholiques. Ça s'appelle « Le triomphe de la religion, discours aux catholiques ». C'est 2 conférences, en fait, l'une qui a été donnée en Belgique en 1960, une autre à Rome en 1966. Et Lacan, qui dans ce texte est compréhensible, ce qui n'est pas le cas des autres, parce que c'est une conférence, explique que Freud s'est complètement trompé sur cette question, et qu'en réalité, la religion, et il parle de la religion catholique romaine, va s'imposer de plus en plus, parce qu'elle va habiller de sens les découvertes déroutantes des savants. Et je pense qu'il a raison sur cette question. Et enfin, la dernière catégorie, il y en a beaucoup plus, mais je me suis limité à 4 pour tenir mon temps de parole, c'est la question du lien entre science et vérité. C'est la question du relativisme que Jean Bricmont va aborder après moi. Mais je voulais juste faire quelques commentaires. Le premier, c'est en fait une anecdote. Il se trouve qu'à Centrale, je fais tous les ans, depuis assez longtemps, un cours sur la relativité. Et en général, les étudiants acceptent les arguments d'Einstein sans discuter. Mais depuis 2 ou 3 ans, on voit que le relativisme, c'est-à-dire cette idée que toutes les démarches de connaissance se valent, et que finalement tout est affaire d'opinion, tout peut être discuté, est en train d'entrer dans les universités françaises. Et l'anecdote que je voulais vous rapporter, c'est la suivante. Je fais le calcul que vous connaissez tous de la dilatation des durées quand on change de référentiel, quand on passe d'un référentiel à un autre en mouvement par rapport à lui, calcul classique. Un élève se lève, alors que d'habitude les élèves, quand ils ont des questions à poser, attendent la fin d'amphi pour venir voir le prof en particulier. Là, publiquement, devant 400 personnes, se lève en disant « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein ». Bon. Un type qui est rentré à Centrale. Hein. Et je lui demande de s'expliquer. Je pensais qu'il avait une théorie alternative, qu'il allait me sortir l'éther ou je ne sais pas quoi. Et il me dit, cette dilatation des durées, je n'y crois pas parce que je ne la sens pas. Donc c'est cette idée que la subjectivité individuelle peut contester une objectivation de la physique, des résultats de la physique, construite pendant un siècle. C'est-à-dire qu'une opinion subjective a suffisamment de force pour venir contester sans argument, autre que ceux qui sont justement d'ordre subjectif, un résultat qui a été éprouvé et éprouvé dans des centaines de milliers d'expériences. Voilà. C'est ça que j'appelle l'entrée du relativisme dans les universités. Donc les questions qu'on pose aux profs, je pense que ceux d'entre vous qui font l'enseignement les connaissent, ce sont des questions du type votre science dit-elle réellement le vrai? Comment osez-vous prétendre qu'elle se réfère à la rationalité alors qu'on sait bien que les jugements esthétiques, les préjugés, les désirs subjectifs ont imprégné, sinon la démarche tout entière de la science, du moins certaines de ces phases, notamment les phases de création, d'invention? Votre légitimité qui semble incontestée est-elle fondée sur autre chose que des effets de pouvoir? Les mythes que vous méprisez ne disent-ils pas, eux aussi, une part de la vérité, etc. Mais la question qui m'intéresse, c'est comment se fait-il que quand dans un cours de philosophie des sciences, vous expliquez les thèses relativistes, donc Feyerabend, Kuhn, Latour, etc., immédiatement, vous sentez dans le public de la sympathie. Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui éprouvent une sympathie intellectuelle immédiate pour les thèses relativistes? Ça les soulage, comme si l'autorité de la science devenait contestable, donc la science est plus légère à porter. Elle devient elle-même relative. Et il me semble que l'explication de ce phénomène que je constate, c'est que finalement, la thèse relativiste semble nourrir un soupçon qui se généralise, qui est celui de l'imposture. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment qu'il y a de l'imposture partout, et ils sont soulagés d'apprendre qu'en science aussi, il y en a peut-être. Alors, comme Jean Bricmont, d'après le résumé qu'il a fourni, va surtout parler du relativisme, je ne vais pas en dire un peu plus, mais
Simplement, je voulais signaler que moi, j'ai applaudi le canular Sokal, j'ai applaudi le livre Bricmont-Sokal, Les impostures intellectuelles, mais j'ai quelques commentaires à faire, si vous voulez. Le premier commentaire, c'est ce qui est arrivé à ce pauvre Régis Debray, qui d'ailleurs a commis un livre avec Jean Bricmont parce qu'il a été attaqué dans le livre Imposture intellectuelle. Vous savez que Debray parlait du théorème de Gödel comme étant une explication du fait qu'une nation, pour se fonder, a besoin d'une extériorité. Elle ne suffit pas à se fonder elle-même, si vous voulez. Et donc, Debray a été attaqué pour avoir utilisé de façon désinvolte, maladroite et même fausse le théorème de Gödel. Alors, est-ce qu'on doit aller très loin dans ce genre de critique? À mon avis, non. D'abord parce que nous clamons tous qu'il est temps que la science entre en culture, ou soit mise en culture. Mais si la science est mise en culture, ça suppose que certains de ces concepts soient dévoyés, parce qu'on n'a jamais le contrôle de la diffusion d'un concept, soient dévoyés, soient soumis à soient victimes de malentendus, prêtes à des amalgames, etc. Mais la mise en culture, c'est ça. On ne demande pas à tous les philosophes ou à tous ceux qui parlent de parler comme les scientifiques parlent. Et puis, la deuxième remarque que je voulais faire à propos de ce théorème de Gödel, c'est que j'ai été étudiant au CERN et on avait comme professeur Victor Weisskopf, qui était le directeur du CERN et qui donnait des cours de physique quantique, et qui un jour nous avait parlé du théorème de Gödel de la physique. Et ce qu'il appelait le théorème de Gödel de la physique, c'est pas du tout le théorème de Gödel au sens de Gödel, justement. C'était l'idée que la physique, pour se fonder, a besoin d'une métaphysique. Et l'argument qu'il utilisait, c'était de dire, vous ne pouvez pas prouver par la physique que cela a du sens de faire de la physique. Donc la raison qui vous a poussé à devenir physicien n'est pas une raison relative à la physique. Donc c'est ce qu'il appelait l'extériorité de la démarche de la physique. Donc c'est là aussi un dévoiement du théorème de Gödel, mais est-ce qu'il est grave? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas... Alors évidemment, on pourrait dire la même chose sans invoquer Gödel. Je remarque simplement que Victor Weisskopf l'a fait. Il était physicien. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était le fait que les philosophes postmodernes qui ont critiqué la science en s'emparant des concepts de la science. C'est ça le grand paradoxe du postmodernisme. C'est-à-dire, on veut dégommer la science, mais on prend dans la science les mots choc, les concepts qu'on n'a pas compris pour appuyer l'argumentation. Donc on s'appuie sur ce qu'on détruit, ce qui est un mouvement assez étonnant. Mais est-ce que ce mouvement intellectuel, disons, qui a beaucoup plus de force aux États-Unis qu'en Europe d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas la réponse mécanique à une certaine morgue scientiste qui a prévalu dans les pays développés? Il y a bien eu des phases de morgue scientiste. Bon. Est-ce que, par un effet d'action et de réaction, cette posture des scientifiques n'a pas, par elle-même, déclenché une contre-réaction qui est celle à laquelle on assiste? Et puis ma dernière remarque, elle viendra sur l'attitude des scientifiques à l'égard de ce mouvement. Les auteurs qu'on cite toujours pour expliquer ce qu'est la thèse relativiste, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Feyerabend, Kuhn, etc. Mais on oublie souvent Popper, Karl Popper. Moi, je suis poppérien dans l'âme, mais en même temps, il y a une certaine vulgate poppérienne qui contribue à affaiblir le discours scientifique. Cette vulgate, c'est celle qui consiste à dire que finalement, la science n'exhibe jamais le vrai, même quand une théorie a été soumise à de multiples tests, même si ces tests ont tous été positifs, on n'a pas le droit de dire que la théorie est vraie, puisqu'un jour, elle pourra être mise devant une situation qui la falsifiera. Et ça conduit le discours physicien à une sorte de modestie permanente, d'humilité, qui affaiblit sa position, puisque dans le camp adverse, l'humilité n'est pas de mise. Donc je me demande si on ne devrait pas renforcer nos discours,
dire que contester égale MC2, c'est pas à la portée de n'importe qui, et affirmer que cette formule-là, par exemple, a une sorte de solidité qui n'est pas réfutable. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et avant, quand même, je voudrais poser une question à Jean Bricmont. C'est la question qui est une question, à mon avis, qu'il faudra trancher un jour ou l'autre, parce qu'elle a des conséquences sur nos rapports avec les autres disciplines, sur la façon d'enseigner. C'est comment parler de la physique de façon juste. Alors, pour vous faire comprendre ce que j'entends par là, peut-être certains d'entre vous ont lu le bouquin de Hawking qui s'appelait Une brève histoire du temps, qui a été acheté par un humain sur 750. D'accord, c'est plus que Houellebecq. Et comme ce livre est incompréhensible, Hawking l'a résumé avec l'aide d'un journaliste. En fait, Hawking n'avait pas non plus écrit La brève histoire du temps, il n'écrit plus. Donc il y a quelqu'un qui signe Hawking, qui va publier en octobre prochain une version résumée et plus claire du livre d'Hawking, et ça va sortir chez Flammarion sous le titre La belle histoire du temps. Il se trouve que j'ai lu le manuscrit, et je vous incite à le lire. Parce que quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que le discours postmoderne, à côté du discours que peuvent tenir certains physiciens, c'est de la gnognotte. D'accord ? Vous avez des chapitres sur le principe d'incertitude complètement délirant. Vous avez un chapitre sur la théorie du tout, où on explique que d'après les lois de Darwin, les gens qui sont capables de comprendre la théorie du tout vont mieux franchir que les autres les processus de sélection naturelle. Et donc un jour, on comprendra la théorie du tout. Et ça se termine par une phrase que je vous lis, et ce sera ma conclusion, qui est celle qu'on trouvait déjà dans Une brève histoire du temps, qui est la suivante. Lorsque nous aurons découvert la théorie du tout, elle devrait être un jour compréhensible dans ses grandes lignes par tout le monde, et non par une poignée de scientifiques. Alors nous tous, philosophes, scientifiques, et même gens de la rue, nous serons capables de prendre part à la discussion de savoir pourquoi nous-mêmes et l'univers existons. Si nous trouvons la réponse à cette question, ce sera le triomphe ultime de la raison humaine. À ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. Bon, donc moi j'invite, si vous voulez, les physiciens à rompre avec toute désinvolture langagière, et la question qui reste posée, c'est comment parler de la physique. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais passer maintenant la parole à Jean Bricmont, qui ne va pas répondre tout de suite à ces questions, parce qu'il avait quand même préparé une intervention indépendamment. Et peut-être au cours de son exposé répondra-t-il, et puis on aura le débat après. Oui. Étienne et moi ne nous sommes pas concertés, donc je n'ai pas préparé de réponse à ces questions, et je les ferai peut-être dans la discussion, ou à l'optimisme qui m'attribue en matière de religion, dont je ne suis pas tellement convaincu, mais je ne suis pas convaincu que je suis moi-même si optimiste, mais bon. Donc je pense que de toute façon il a illustré assez bien le fait qu'il y a une crise dans la perception de la science, et vous le voyez aussi dans les questions sur la technologie, etc. Je pense qu'il y a aussi une crise dans l'enseignement où on peut constater qu'il y a une espèce d'hostilité à tout ce qui est abstrait, ce qui est déductif, ce qui est rationnel, etc. Vous avez ça dans la pédagogie, je pense que ce serait facile de donner des exemples. Et je voudrais, on ne peut pas tout discuter, on en aurait pour plusieurs jours. Je voudrais aborder deux aspects sur la science. L'un, c'est une remarque sur l'épistémologie, où je vais essayer de présenter ma façon de voir les choses, peut-être, essayer de voir comment moi je présenterais la science par rapport à la non-science. Et l'autre, c'est une remarque, disons, sur les implications morales et politiques de la science et les problèmes tels qu'ils me semblent être réels, des problèmes réels qu'ils posent. Alors,
sur l'épistémologie, si vous voulez, je pense qu'il y a deux aspects dans le discours scientifique. Il y en a un qui est affirmatif, c'est l'ensemble des assertions que les scientifiques font sur le monde, et un autre qui est sceptique. Et c'est l'aspect sceptique qui consiste à mettre en question les autres discours sur le monde, les discours des pseudosciences, les discours des religions, les discours de la métaphysique, etc., qui sont mis en question par les scientifiques, au moins en ce qui concerne la partie factuelle de leur doctrine. Alors on a beaucoup parlé du sens et de l'éthique, etc. Mettons ça de côté pour le moment, on y viendra, mais il n'y a pas de doute que dans beaucoup de doctrines auxquelles les gens adhèrent, il y a des aspects factuels dans les pseudosciences, dans les religions, dans la métaphysique classique, etc., dans la philosophie. Et tout le développement des sciences est fait philosophiquement en accord, si vous voulez, avec des tendances comme le positivisme, l'empirisme, etc., le matérialisme français, qui ont eu tendance à mettre en question ce que disaient les autres discours que le discours scientifique. Et c'est cette mise en question qui dérange, en général, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, il y a, par exemple, chez les créationnistes, un conflit direct, si vous voulez, les créationnistes purs et durs, un conflit direct entre eux et les scientifiques, qui contestent la partie affirmative des sciences. Mais en général, ce qui se passe dans les débats avec les psychanalystes, avec un certain nombre de chrétiens modernes, avec un certain nombre de spiritualistes, etc., aujourd'hui, et évidemment avec les relativistes, ce n'est pas le discours des sciences qui est mis en question, c'est la possibilité de tenir en même temps que le discours scientifique d'autres discours sur la réalité qui ne sont pas justifiés scientifiquement ou qui ne font pas partie du discours scientifique. Et c'est cet aspect sceptique qui, à mon avis, est la source du conflit et la façon dont ce scepticisme est réfuté, si vous voulez, par des gens qui veulent tenir d'autres discours, c'est de dire oui, mais la science, comme la dit Étienne, a besoin, enfin en citant Wyckoff, a besoin d'une métaphysique. Elle a besoin d'un cadre. Elle a un cadre qui est réductionniste, matérialiste, déterministe. Je ne sais pas. Il y a toujours des cadres dans lesquels ce que Popper appelle le mythe du cadre. D'ailleurs, on dit que la science est enfermée dans un cadre et que par conséquent, elle ne peut pas voir les vérités, je ne sais pas, de l'astrologie par exemple ou de la religion ou que sais-je, parce que par méthode, par déterminisme, par de principes méthodologiques, elle s'empêche de voir ce genre de choses. Et une grande partie de la philosophie des sciences du XXe siècle, moi je suis probablement moins poppérien que mon voisin, parce que je pense est rentrée dans un problème parce qu'elle a essayé de caractériser positivement la méthode scientifique, en disant voilà, la méthode scientifique c'est ça, c'est la vérification ou la falsification ou ce que vous voulez. Et donc on a une espèce d'attitude qui essaie de caractériser la méthode scientifique et à mon avis ça ne marche jamais tout à fait. Et quand on se rend compte que ça ne marche jamais tout à fait, on dit voyez, vous avez cette méthode scientifique, vous êtes enfermé là-dedans et peut-être qu'il y a d'autres discours, d'autres possibilités de savoir. Et moi, je voudrais essayer de justifier l'approche sceptique en revenant à un vieil argument qui est oublié maintenant parce qu'il concerne quelque chose qui n'intéresse plus beaucoup de monde. C'est un argument qui était donné au XVIIIe siècle par le philosophe écossais David Hume et qui consiste à expliquer pourquoi il n'est jamais rationnel de croire aux miracles. Et même si les miracles n'intéressent plus beaucoup de gens aujourd'hui, enfin, en tout cas en Europe, je pense que l'argument a une portée très générale. Et l'argument est le suivant. Hume dit, si vous voyez un miracle vous-même, alors là, bon, vous devez décider si vous êtes sobre, si vous avez des yeux qui fonctionnent, etc. Mais la plupart des gens ont simplement entendu parler de miracles qui leur sont rapportés par d'autres personnes, par exemple à l'époque à travers la Bible, et ils n'ont pas d'expérience directe du miracle. Mais ils ont une expérience directe du fait que des gens se trompent ou les trompent. Il suffit d'acheter une voiture d'occasion si vous n'êtes pas convaincu, c'est une expérience que vous pouvez faire tous les jours. Donc, ce que dit Hume, il dit, c'est que ce que vous devez expliquer, c'est pas le miracle, mais le fait qu'on vous raconte qu'il y a un miracle, et ça s'explique très simplement en supposant que quelqu'un se trompe ou vous trompe. Et par conséquent, il n'est jamais rationnel de croire au miracle. Et à mon avis, c'est un argument qui a une portée très générale et qui permet de refonder une épistémologie sceptique, si vous voulez, sur une base qui ne me commet pas à définir ce que c'est que la méthode scientifique. Hume, évidemment, ne dit pas qu'il ne faut croire que ce qu'on voit ou que ce qu'on connaît par l'expérience immédiate, mais que si des gens vous affirment des choses qui vont au-delà de cette expérience, ils vous donnent des arguments qui sont plus forts que cette expérience elle-même, en particulier que l'expérience que vous avez, qu'il y a des gens qui se trompent et qui vous trompent. Et ça, c'est un argument, à mon avis, assez fort, parce que vous pouvez poser la même question aux politiciens qui vous dit qu'on
que la situation va s'améliorer, au banquier qui vous fait miroiter des dividendes fabuleux, aux journalistes qui vous racontent ce qui se passe dans des pays lointains, aux psychanalystes, aux prêtres et aux physiciens. Quelle raison me donnez-vous de vous croire plutôt que de croire que vous trompez ou vous me trompez? Les sciences, quand on pose cette question à l'envers, alors la situation, la distinction entre science et non-science devient assez claire, parce que les sciences naturelles ont deux arguments massus et que personne d'autre n'a pour répondre aux sceptiques. Le premier, c'est la technologie. Alors vous l'aimez ou vous l'aimez pas, il y a des choses horribles dans la technologie, c'est pas ça la question. Mais toute la technologie, y compris évidemment les armes, mais par exemple les voitures, les avions, etc., seraient, si c'était transporté dans le passé, des miracles. Vous amenez des voitures au XVIIIe siècle, au Moyen-Âge, ça paraîtrait comme des miracles. Seulement, ce sont des miracles qui sont visibles par tous, contrairement à ceux qu'il y avait dans la Bible ou d'autres choses qu'on vous avance. Et donc, ce sont, à mon avis, une façon, disons, pour le commun des mortels, de répondre aux questions sceptiques. Et alors, il y a un autre truc qui est plus subtil, qui est moins accessible au grand public, c'est la coïncidence entre les prédictions théoriques et les résultats d'expérience. Coïncidence qui peut être très subtile. On a vu l'exposé de Zellinger ce matin. Ben, si vous vouliez le faire ajuster ça d'une certaine façon, vous pourriez faire des tours de magie avec ce qu'on peut faire avec les photons, l'entanglement des photons, etc. Et vous pourriez en tout cas faire des prédictions tout à fait surprenantes, etc. En tout cas, pour des gens qui ne connaîtraient pas évidemment la théorie. Si vous prenez l'effet GPS, par exemple, ben vous devez tenir compte de la relativité. Si vous ne tenez pas compte de la relativité, vous aurez des résultats totalement différents. Et donc, vous avez des prédictions théoriques des sciences absolument extraordinaires. Et de nouveau, cette coïncidence est quelque chose qui permet de répondre aux sceptiques. Mais vous n'avez pas ça dans la plupart des autres disciplines intellectuelles. Je suis désolé. Vous pouvez me donner, on peut en discuter, mais je ne pense que vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas dans les pseudosciences, vous n'en avez pas dans toutes sortes d'autres discours. Et donc, quand vous posez la question de cette façon-là, vous voyez la distinction entre science et non-science. Ça répond aussi à la question, et ça permet aussi d'éliminer la question des autres rationalités, des autres discours, des autres méthodes. Parce que, qu'est-ce qui me dit que je dois vous croire? Vous venez avec votre méthode, mais pourquoi je dois croire votre méthode? Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? Qu'est-ce qui permet de répondre aux sceptiques? Alors, il y a aussi un discours qui est irritant, qui est de parler de la multiplicité des sciences par opposition à la science, etc. On vous dit les biologistes, les physiciens, les chimistes, etc., utilisent des méthodes différentes. Mais si vous y réfléchissez, qu'ils utilisent des témoins, qu'ils utilisent des tests en double aveugle pour les médicaments, qu'ils insistent pour le fait que les expériences doivent être dupliquées, ils répondent aux sceptiques. Ils répondent dans leur domaine aux sceptiques, mais ils font que répondre aux sceptiques tel que je l'ai mentionné. Pourquoi dois-je vous croire? Vous devez me croire parce que je peux refaire l'expérience à des dizaines d'endroits dans le monde. Et ça, c'est impressionnant. Si je ne peux pas la reproduire, comme par exemple l'expérience de Benveniste sur la mémoire de l'eau, c'est un problème. Étienne a parlé de la presse. Moi, j'ai lu la presse à l'époque, j'ai pas regardé j'ai gardé que des souvenirs, mais la presse était absolument crédule par rapport à ces expériences sur la mémoire de l'eau. Et je pense qu'il y avait des raisons d'être sceptique parce qu'elles n'étaient pas reproduites et aussi parce que a priori elles étaient tellement implausibles qu'il fallait plus qu'une expérience pour convaincre un sceptique rationnel. Alors évidemment, sur la question, maintenant je vais passer à la question morale et politique. Et je pense qu'il y a deux aspects que je voudrais souligner sur la question. L'un, c'est l'effet de la science sur la société ou le développement des sciences sur la société. Et l'autre, c'est la responsabilité actuelle des scientifiques. Alors, sur l'effet de la science sur la société, je pense que cet effet, sur le long terme, je ne parle pas des 10 dernières années, et je parle de l'aspect idéologique, intellectuel, a été massif et extraordinairement positif. Et donc, il a été... Mais je veux dire depuis le XVIIe siècle, hein. Je ne parle pas de l'époque récente. Mais il a été massif. Et ce qui a eu un effet, ce n'est pas l'aspect positif des sciences, mais l'aspect sceptique. Le fait que, au cours du XVIIe, du XVIIIe siècle en Europe et au XIXe, et puis après un peu partout dans le reste du monde, les gens se sont mis à questionner les autorités traditionnelles, des rois, des despotes, des princes, des aristocraties, des prêtrises, etc., vient évidemment en grande partie de l'aspect sceptique de la démarche scientifique. La révolution scientifique, si vous voulez, nous a fait sortir d'une nuit où tous les chats étaient gris. Avant la révolution scientifique, on n'avait pas de bons critères empiriques pour distinguer ce qui était vrai et faux.
Mais avec le succès des sciences, on s'est rendu compte ce que c'était qu'un véritable savoir sur la réalité et dans quelle mesure toutes les doctrines traditionnelles qui justifient les pouvoirs traditionnels et qui les justifient encore dans beaucoup d'endroits du monde sont en fait basées sur des croyances qu'on peut contester, mettre en question. C'est aussi une remarque que je veux faire en passage sur la critique. La remarque que tu as fait à propos des abus, comment dirais-je, qu'on critique dans l'imposture. Notre démarche, et nous l'avons souligné dans le bouquin, dans les débats, etc., a toujours été de s'inscrire dans cet aspect sceptique de la démarche scientifique. Parce qu'on estime que quand des gens qui ne sont pas des scientifiques, mais ça c'est pas tellement important, mais quand des gens utilisent un jargon extraordinairement technique par rapport à un auditoire de gens qui ne sont pas scientifiques et qui par conséquent ne peuvent pas les comprendre, ils abusent de leur autorité. Et la façon de dire, bon, ben alors, expliquez-moi ce que vous voulez dire. Vous parlez de théorème de Gödel, la théorie des ensembles compacts, je sais pas quoi, de toutes ces théories. Expliquez-moi ce que ça veut dire et expliquez-moi pourquoi c'est pertinent pour votre discours. Et dans la mesure où ils ne peuvent pas l'expliquer, je pense qu'on sape l'argument d'autorité et dans ce sens-là, on se met dans la démarche, si on veut, scientifique. Et il y a une différence évidemment entre Gödel et Weishaupt, si tu veux, c'est que Gödel le fait pour le grand public, il le fait à la Société française de philosophie, et il le fait dans des livres destinés au grand public. Tandis que Weishaupt, pour autant que je sache, d'après ce que tu dis, était dans un auditoire. Non, mais il l'a écrit dans un livre qui s'appelle La Révolution des Cantards. Donc, ok, mais alors c'est une erreur. Mais alors c'est une erreur. Et j'ai lu le livre de Hawking et je le trouvais épouvantable. Et j'ai écrit personnellement avant la collaboration avec Sokal des articles, enfin au moins un, pour critiquer l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique qui me paraît complètement incompréhensible et peu claire. Et donc, je veux dire, moi je suis tout à fait d'accord pour critiquer les sciences, les discours des scientifiques quand ils font les mêmes impostures, si tu veux, qu'on dénonce. Notre idée on n'a jamais dit dans le livre qu'il y avait qu'eux qui faisaient ça. Simplement, c'était tellement énorme que c'était relativement facile à faire. Pour toutes sortes d'accidents, on est arrivé à faire ça. Moi, j'ai écrit d'autres articles aussi sur les discours de Prigogine et Stengers, etc. Donc, je pense que je suis tout à fait prêt à critiquer des scientifiques. Il n'y a que 24 heures par jour. Moi, je connais rien à la cosmologie. Je ne me vois pas faire le travail sur le bouquin de Hawking, c'est tout. Mais je veux bien le faire dans d'autres choses où j'ai l'impression d'avoir une certaine compréhension de ce qui se passe. Tu vois, c'est pas du tout que je pense que les scientifiques... Mais je pense que justement, ça fait partie de la démarche scientifique, de mettre en question l'argument d'autorité. Et ça fait partie de cette démarche sceptique que j'ai essayé de mentionner et qui s'est développée à partir du XVIIIe siècle. Bien. Alors, ça c'est pour l'aspect positif de l'impact des sciences. Maintenant, quel est l'aspect négatif? Alors là, je sais que ce que je vais dire va être probablement controversé, enfin peut-être ce que j'ai déjà dit, mais... Le problème, pour moi, c'est que c'est une question, pour apprécier l'aspect négatif le plus important, qui a à voir avec le militaire, il faut comprendre la nature des rapports de force qui existent dans le monde, et en particulier dans l'affaire internationale. On ne le voit pas tellement quand on vit dans des États démocratiques, parce que justement, dans les États démocratiques, en droit interne, les rapports de force sont moins, les rapports de force brutaux, il y a des rapports de force, mais ils sont alors contrôlés par la loi, il y a un parlement et des élections, etc. Mais dans les affaires internationales, la force brutale joue un rôle énorme. On le voit aujourd'hui en Irak. Il n'y a rien d'autre que la force brutale. Mais vous pouvez le voir de façon plus subtile dans d'autres situations. Les États-Unis ont renversé un très grand nombre de gouvernements, ils imposent des accords commerciaux, ils imposent des remboursements de dettes à toutes sortes de pays qui présupposent toujours un rapport de force militaire, parce que vous ne pouvez pas forcer les gens à payer leurs dettes si vous n'avez pas un rapport de force militaire derrière ça, parce que dans un État démocratique, il y a la police, mais sinon, qu'est-ce que vous faites au niveau international? Alors, vous avez ce rapport de force qui évidemment existait aussi à l'époque coloniale, entre l'Europe et le reste du monde, qui maintenant existe entre les États-Unis et le reste du monde. Et il y a aussi cette volonté qui a principalement aux États-Unis, moins en Europe, mais aussi, de vouloir une hégémonie absolue. C'est pourquoi ils veulent développer, par exemple, je ne sais pas si ça marchera, j'espère que ça ne marchera pas, mais ils veulent développer leur bouclier antimissiles balistiques. Et un journaliste américain assez candidement dit: cette défense antimissiles balistique ne concerne pas la défense, elle concerne l'attaque. Évidemment, parce que dès que vous avez ce bouclier, vous pouvez maintenant récupérer ce qu'ils avaient juste après la guerre, c'est-à-dire le monopole de l'arme atomique. Il dit: elle va cimenter l'hégémonie américaine et faire des Américains les maîtres du monde. C'est un journaliste libéral de New Republic, Lawrence Kaplan. Et donc, vous avez ce rapport de force,
Et ce qui est le problème de ce rapport de force, qui est très injuste, qui crée des conflits, à mon avis, énormes, le problème, c'est qui le rend possible? Nous. Enfin, pas vous personnellement, pas moi personnellement, mais les scientifiques. Parce que sans les scientifiques, ils sont nulle part. Les Américains en Irak ne sont pas plus courageux, ils ne sont pas plus déterminés, ils ne sont pas plus prêts à mourir que leurs adversaires. Ils ont la technologie pour eux, c'est tout. Et la technologie, c'est nous qui la fournissons. Et donc, la collaboration entre les scientifiques et les militaires me semble être vraiment le problème principal, beaucoup plus que les problèmes d'arrogance, des problèmes d'OGM ou de nucléaire civil, etc. C'est ce travail, cette collaboration avec les militaires qui se fait en général sans état d'âme. Je vous renvoie par exemple à une étude extraordinairement intéressante de Roger Godement, qui malheureusement est un appendice dans un livre d'analyse mathématique, le deuxième tome de son livre d'analyse, mais il a un appendice là où il développe très en détail cette collaboration et dans tous les pays. Alors évidemment, le problème que ça pose, c'est que cette collaboration n'est jamais discutée, et le paradoxe, c'est que la communauté scientifique en général est opposée à l'usage qui est fait des armes que par ailleurs elle fabrique sans avoir d'état d'âme. Si on va aux États-Unis, je suis sûr que la majorité de mes collègues sont opposés à la politique actuelle des États-Unis. Pendant la guerre du Vietnam, beaucoup de scientifiques étaient opposés à la politique des États-Unis. Mais c'est eux qui avaient construit les armes qui rendaient ces politiques possibles, sinon elles sont impossibles. Et donc, il y a un aspect paradoxal là. Un autre paradoxe, c'est pour ça que j'ai dit vers une critique de la critique des sciences, c'est qu'après 68, moi je me rappelle, plus ou moins de cette époque, et par exemple du livre de Lévy-Leblond et Jaubert qui s'appelait Autocritique de la science, où dans ce mouvement de critique des sciences qui a commencé à cette époque, la critique de la collaboration avec les militaires et la responsabilité des scientifiques dans les questions militaires était posée même assez violemment, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais elle était posée. Et toute la critique s'est déplacée au cours du temps vers une critique épistémologique, plutôt qu'une critique politico-sociale. Alors que je pense que la critique politico-sociale était en fait parfaitement valide, et la critique épistémologique est très faible. Parce que la science, comparée à tout le reste, est ce qu'il y a de mieux au point de vue épistémique. Je ne dis pas que c'est parfait, il y a beaucoup d'imperfections, mais c'est mieux que tout le reste. Mais la responsabilité sociopolitique des scientifiques, elle est une question qui, à mon avis, existe toujours. Je vais signaler au passage qu'il y aura une conférence le 20 et le 21 septembre de cette année à l'École normale supérieure à Paris, qui porte comme titre « La science au service de la guerre et la responsabilité des scientifiques ». Et finalement, je vais terminer en disant qu'il y a un autre paradoxe, donc il y a le paradoxe de la critique des sciences qui a été dévoyé, mais il y a aussi le paradoxe qui fait que les scientifiques, qui sont en général, comme moi je le suis, dans un certain sens, libéral au sens américain du terme, et sont en général les premiers à dénoncer les aspects fanatiques des religions, qu'il s'agisse du terrorisme, du fondamentalisme, du moralisme papal même, etc., et même du discours de Bush en général, portent peu attention à leur propre contribution à cette situation, à leur propre contribution parce qu'ils contribuent tellement à cette volonté de domination, et en contribuant à cette domination, ils créent, c'est très facile de comprendre ça psychologiquement, un choc en retour qui évidemment renforce le fondamentalisme et le fanatisme chez les gens qui sont les perdants dans ce rapport de domination, et particulièrement dans le monde arabo-musulman. Et donc je pense que les gens rejettent évidemment encore plus fortement, peut-être pas la science au sens de la technologie, mais l'esprit scientifique et particulièrement le scepticisme scientifique. Et je pense que le principal problème de la responsabilité des scientifiques, c'est que chaque bombe, chaque missile, chaque détecteur que nous fabriquons et qui sera utilisé un jour ou l'autre par les gouvernements occidentaux contre les pays du tiers-monde, ne serait-ce qu'à titre de menace, fait reculer les idéaux universalistes dont nous prétendons être les principaux défenseurs. Merci. Bon, alors, il y a de nombreux sujets sur lesquels il serait intéressant de discuter. Peut-être je voudrais, pour juste lancer la discussion, Étienne Klein a démarré tout à l'heure son intervention en posant la question, enfin, en soulignant qu'il y avait une question sur le rôle peut-être ontologique entre justement cette science, cette technoscience et
et la domination. Bon, par rapport à ce que vient de dire Jean Bricmont, tu as peut-être un commentaire à faire. Il a répondu à la question, et c'est une réponse qui, à mon avis, s'impose. C'est-à-dire que la question du lien entre science et puissance illustre ce que dit Houellebecq dans les journaux, c'est-à-dire que tout ce qui peut trouver à s'appliquer, s'applique. Et je ne vais pas commenter ce qu'il a dit, parce que je suis assez d'accord, mais on est tous choqués d'apprendre qu'on peut bombarder des villes qui ne possèdent pas de DCA, par exemple. Ça s'est fait couramment en Irak, ça s'est fait dans le passé. On bombarde des villes qui n'ont pas de DCA. Bon, est-ce que c'est pas du terrorisme pur et simple? Sachant que le mot terrorisme, on préfère l'appliquer quand les bombes sont chez nous. Donc je pense que ce lien entre science et puissance, qui était déjà évoqué par Platon, il a trouvé à s'incarner au XXe siècle d'une façon indiscutable et d'une violence avec une intensité que personne n'avait pu prévoir. Sur le lien, enfin, ce que vous avez souligné, ce lien existant aujourd'hui, est-ce que, de votre point de vue, il est consubstantiel à la science ou il y a un espoir? Je ne dirais pas qu'il est consubstantiel à la science. La science, je ne sais pas ce que ça veut dire, la consubstantiel à la science. Il fait partie de la structure de notre société aujourd'hui. Je ne peux pas prévoir ce qui se passerait s'il y avait des changements. Il pourrait y avoir des changements. Il pourrait y avoir un développement d'un mouvement de citoyens qui s'oppose à ce genre d'utilisation. Ce n'est pas impossible. Moi, j'en sais rien. Je l'espère. Je n'en sais rien. D'ailleurs, je devais quand même dire un mot sur le... Enfin non, on va laisser là par la salle parce que sinon on est parti trop longtemps. Ça marche? Ça marche comme ça? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Il faut brancher le micro pour que ça... Oui, vas-y. Et ça marche? La justice, l'amour, les valeurs. Peut-être que c'est pas exactement ce que vous vouliez dire, vous défendiez le point de vue d'un autre, mais je trouvais que vous alliez un peu loin, enfin en tout cas le discours allait un petit peu loin. C'était pas ma question, c'était les questions que j'ai cru relever dans la presse, mais ça ne veut pas dire que je me les pose. D'accord, ok. Parce que là-dessus on aurait pas mal de choses à dire, mais c'est évident par exemple que la science éclaire en tout cas le cadre dans lequel on vit. J'ai une image qui a fait le tour du monde et qui a profondément modifié la façon de se poser les questions, par exemple, notre façon d'être. Et je pense à une image particulièrement, c'est celle de la Terre vue de la Lune, hein, ou vue de l'espace, qui est parue dans les... On savait que la Terre était ronde depuis assez longtemps, hein, plusieurs siècles maintenant. Hein. Tout le monde, enfin beaucoup de gens savaient qu'elle était ronde, mais le fait de le voir, ça a un impact extraordinaire. C'est une image qui a fait le tour des écoles, qu'on trouve dans toutes les écoles maternelles maintenant. Hein. Ça a un impact extraordinaire sur la façon de se concevoir, de se construire, de s'imaginer, d'imaginer notre avenir. Et donc ça a forcément un rapport avec nos valeurs, avec certainement un sens de la justice,
Et peut-être aussi avec, vous disiez l'amour, oui, certainement aussi. C'est une façon d'envisager ça qui ne peut pas être indépendante des connaissances que la science génère. Bon, c'était un point que j'ai relevé. Il y en avait d'autres aussi. Notre attitude par rapport, je pensais aussi à autre chose, par rapport à notre attitude par rapport à l'ensemble des personnes non scientifiques qui croient dans quelque chose, qui croient dans les pseudosciences, qui croient dans ce que nous on appellerait des pseudosciences. Et alors on est assez mal placé en fait pour parler de ça. Il y avait récemment un stage où il commençait par qu'est-ce que croire, qu'est-ce qu'un non-croyant, qu'est-ce qu'un non-croyant, qu'est-ce qu'un athée. Quelqu'un a répondu, c'est un chercheur au CNRS. Mauvaise presse quelque part. Et en fait, on serait bien fou de vouloir rejeter ces gens qui simplement cherchent aussi quelque chose et qui parfois ont des pratiques qui nous paraissent idiotes, mais en tout cas qui sont opérantes, qui ont une efficacité sur le terrain. Je vais faire un peu de provocation. C'est Gouillon, vous connaissez Gouillon, qui disait que quand les modèles ne marchent plus, et mon Dieu, les modèles sont très limités, vous le savez, quand les modèles ne marchent plus, on a besoin d'un bon gourou. D'un bon cours. Gourou. D'un bon gourou. Hein. Quand les modèles ne marchent pas, on a besoin d'un gourou, de quelqu'un qui donne une énergie, qui donne une direction à laquelle on peut croire. On a besoin aussi de croire, on a besoin d'avoir des... Voilà. Et donc il faudrait certainement pas qu'on en parle, nous, physiciens, en disant, nous, on fabrique de l'universel, et vous, ce que vous racontez. Il faudrait surtout pas, en tout cas, avoir une attitude de rejet envers ça. Non, mais de rejet complet. Je suis d'accord avec vos remarques, notamment la première sur l'impact, le choc que peuvent déclencher des images de science sur l'opinion, sur la façon dont on se place dans l'univers, etc. Mais il me semble les scientifiques, ils ont un peu l'idée que la fonction essentielle du langage, c'est de dire la vérité. Et il me semble que c'est une illusion, c'est-à-dire que le langage, il a beaucoup d'autres fonctions que de dire la vérité. Par exemple, j'ai les plus grandes réserves à l'égard de la psychanalyse. Je me pose la question de savoir s'il est efficace, si c'est pas une gigantesque entourloupe, etc. Mais en même temps, je constate que la psychanalyse remplit une fonction qui ne consiste pas à dire la vérité, mais à mettre en scène des situations où des choses se disent qui sont importantes pour celui qui les exprime, pour ceux qui les écoutent, et je prends acte de cette situation. Je ne parlerai pas en termes d'efficacité, parce qu'à mon avis, elle est nulle, ou quasiment nulle, mais il y a une fonction sociale qui est exercée là, et la science a du mal, sauf à dire que c'est inefficace, à mettre sa patte sur cette fonction, à la remplacer par quelque chose d'autre. Donc, c'est peut-être ce dialogue-là qu'il faudrait renforcer. Et à propos de la façon de parler de la science, il se trouve que depuis quelques mois, quelques années même, je m'intéresse à l'histoire de la physique du XXe siècle, et je suis très surpris de ce que je découvre. C'est-à-dire, je constate que la façon dont on raconte les découvertes scientifiques importantes, elle est toujours fausse. La façon dont les manuels racontent l'histoire de la physique quantique, de la naissance notamment, l'article de Planck, tout est faux. La catastrophe ultraviolette, tout ça c'est historiquement faux. Un autre exemple peut-être plus simple à rappeler, c'est l'antimatière. Vous pouvez prendre n'importe quel manuel de physique des particules, on vous explique que Dirac écrit l'équation relativiste de l'électron, prédit l'existence de particules négatives, d'énergie négative, qui réinterprètent comme des antiparticules. Un expérimentateur qui s'appelle Anderson, lisant l'article, va au sommet d'une montagne pour détecter des traces de particules et voit le positron. Alors évidemment, c'est l'histoire des concepts qu'on raconte. Et on dit, on ne va pas se perdre dans les détails, etc. Mais le problème, c'est que cette façon de raconter la physique transporte une idéologie positiviste qui consiste à proposer en lieu et place de l'histoire de la physique une rétrodiction qui consiste à faire croire aux étudiants qu'il y a des théoriciens, il y a des expérimentateurs qui attendent les prédictions des théoriciens, qui se précipitent pour aller les vérifier, alors que ça ne se passe jamais comme ça. Enfin, pratiquement jamais. Et en l'occurrence, Anderson, quand il a reçu le prix Nobel pour la découverte du positron, a déclaré qu'il n'avait, au moment de sa découverte, jamais entendu parler de Paul Dirac, et encore moins de son équation.
Donc je pense je ne suis pas du tout partisan de mettre un enseignement d'histoire des sciences dans les cours de physique, mais il faut aller piocher dans l'histoire des sciences, mais dans la vraie, entre guillemets, des arguments qui permettent à l'enseignement de la physique d'être plus proche de ce qu'est la science lorsqu'elle se fait. Oui, je voulais juste, peut-être pour préciser nos différences, faire une petite remarque sur ce que tu as dit sur la psychanalyse. Tu vois, dans l'approche que moi je défendrais, bon, je ne suis pas spécialiste évidemment de ça, mais je dirais, voyons d'abord si c'est vrai ou faux. C'est pas une question que je veux évacuer en disant, de toute façon, ça remplit une fonction. Parce que d'abord, est-ce que c'est vrai ou faux ce qu'il raconte? Est-ce qu'il y a des tests empiriques qui justifient ce qu'il dit? C'est ce qu'il refuse, ce qui me paraît être souvent le cas, refuse de même faire des tests empiriques. Première chose. Deuxièmement, est-ce que c'est une thérapie qui est efficace? Est-ce qu'on peut d'une certaine façon mesurer des améliorations? Et sinon, les tests en général ne sont pas très positifs, mais voilà. Et finalement, la question de remplir le besoin, c'est un truc sur lequel les charlatans ont joué dessus surtout depuis toujours. On peut toujours dire que toute charlatanerie marche parce qu'elle remplit un besoin. Et évidemment, les gens sont parfois satisfaits tout en étant trompés, mais ils peuvent avoir la même satisfaction avec des thérapies verbales, mais qui auraient un aspect un peu plus scientifique. Enfin, c'est concevable de faire des progrès dans ce genre de thérapie, sans parler de médicaments et des trucs comme ça, simplement des thérapies verbales, mais qui se baseraient sur une conception plus scientifique du psychisme humain. Et alors, évidemment, le même besoin serait toujours satisfait. Les gens, ce n'est pas le fait que c'est faux qui remplit un besoin. C'est le fait de parler. Bon, peut-être il y a moyen de parler autrement. Non, mais la science est bien incapable de nous dire exactement ce qu'est le psychisme humain. Donc l'idée d'appliquer la science... Ça, je pense qu'on n'en sait rien. Il y a des progrès qui se font dans cette direction et rien ne dit qu'il n'y en aura pas plus. Je veux dire, le psychisme humain n'est pas quelque chose de totalement inconnaissable. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? On peut toujours penser qu'un jour... il y a des thérapies... Ça, il faut discuter. Moi, ça sort de mon domaine de spécialité, mais je peux te mettre en contact avec des thérapeutes comportementalistes qui diront qu'ils ont des méthodes qui sont meilleures. Et alors, il faut discuter entre les deux pour voir quelles sont les meilleures. Ça marche. Oui, je voudrais faire juste une remarque. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la science sans trop définir de quoi on parle, et en sous-entendant, en quelque sorte, que la science, l'objet de la science, disons, est d'écrire le monde. Ce qui me paraît pas vrai. La première des sciences au sens d'Auguste Comte, donc c'était les mathématiques, dont il me semble pas vraiment que l'objet soit d'écrire le monde extérieur, en tout cas. Et je crois que la physique, en quelque sorte, au moins une des possibilités de présenter la physique à des étudiants, probablement à des étudiants qui ont un esprit assez alerte, et un petit peu inspiré, enfin moi j'ai utilisé ça, un peu inspiré de Newton. Newton, donc, dans les Principia, au début des Principia, il présente ce qu'il appelle la philosophie naturelle de la même façon, disons, une construction intellectuelle qui est un petit peu analogue à la construction de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire on suppose quelque chose, hein, des axiomes, Newton appelle ça des axiomes ou des lois, et ensuite, disons, on a un schéma déductif logique, et de cette façon-là, disons, on évite tous les problèmes, au moins, disons, si l'ensemble des axiomes est cohérent, donc on évite les problèmes, est-ce qu'on comprend bien de quoi on parle, etc. Donc on s'appuie, disons, en quelque sorte sur le schéma de raisonnement qui avait été imaginé par les Grecs vers les années moins 600, moins 500, qui me paraît, disons, la seule chose véritable, disons, sur laquelle on puisse s'appuyer pour affirmer que ce dont on parle est vrai. Hein. Je crois qu'il y a là le modèle, disons, du raisonnement mathématique est en fait celui qu'on devrait présenter aux étudiants. Alors encore une fois, c'est pas forcément les plus mauvais étudiants qui vont arriver à comprendre ça, mais ça me paraît quelque chose de très logique. Je pense à un autre exemple, donc c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique, moi je l'avais apprise dans un livre qui à l'époque était, enfin donc ça date de pas mal d'années, qui était un livre qui à cette époque-là, je ne vais pas donner le nom de l'auteur, qui était extrêmement populaire, mais bon, j'étais extrêmement choqué parce qu'il parlait du problème de la mesure, etc. Et on avait beaucoup de mal à discerner si le problème les axiomes, les problèmes de la mesure étaient quelque chose qui était nouveau par rapport aux axiomes, disons, qui étaient les axiomes de Dirac, qui étaient développés d'ailleurs. C'était quelque chose de nouveau ou quelque chose qui était déduit en fait
des propriétés mathématiques de la théorie, etc. Et c'est en fait assez récemment, en lisant le bouquin de Feynman, que je me suis aperçu que c'était quelque chose, il n'y a pas l'axiome de la mesure, donc il y a simplement quelque chose qu'on déduit des propriétés mathématiques de la théorie. Alors c'est probablement pas la voie la plus facile, hein, puisque toute mathématique, disons, quand on essaye d'accéder même pas forcément au grand public, mais à des étudiants qui sont pas forcément très bons et très bons en mathématiques, et c'est certainement la voie la plus difficile. Mais encore une fois, donc pour répondre à des questions ontologiques, disons, il me semble que c'est la seule façon qu'on puisse réellement suivre. C'est la seule façon dont on puisse réellement se mettre à l'abri de critiques sur les fondements. Vous ne serez pas à l'abri du tout. Hein? Vous ne serez pas à l'abri de la critique. Tous les étudiants ne sont pas platoniciens. Oh, enfin, les étudiants qui ne sont pas capables de lire Euclide, disons, qui ne sont pas capables de suivre un raisonnement d'Euclide, a priori, ils ne sont pas des étudiants en sciences. Hein. On peut leur dire, bon, oui. allez faire de Il y a beaucoup de théories très belles qui sont fausses. La cohérence d'une théorie ou sa formalisation mathématique n'est pas l'indice de sa vérité. Non, c'est ça. Il y a des tas de théories très belles qui sont fausses. Oui. Non, je pense que je suis d'accord avec ce que vient de dire Étienne. Très bien, non? À commencer par la théorie de Newton, d'ailleurs. Alors, on va prendre encore 2 questions. Si je vous demandais d'être bref, on va prendre juste 2 questions encore, brièvement. Alors, je voudrais juste faire un petit commentaire. Elle a énormément de sens, justement. C'est ça tout le problème, c'est que je pense qu'on doit évidemment se battre pour défendre la vérité des assertions scientifiques. Sinon, qu'est-ce qu'on dit, par exemple, sur l'évolution? On dit que c'est la même chose que le créationnisme. Je ne suis pas d'accord. Tout n'est pas réductible au problème de la mécanique quantique ou à la question des entités mathématiques. Les biologistes font des tas d'assertions sur le monde qui me paraissent vraies, c'est très important, et les géologues aussi, et ça me paraît très important de les défendre contre les gens qui disent que leur récit est également valide. Oui, je voudrais faire un petit commentaire, revenir sur ce que vous disiez à propos du relativisme qui monte dans la société, dans les universités. Alors là, je vous suis à 100% parce que c'est des exemples que je vois aussi dans la vie courante. Les gens ne sont pas en général convaincus par les tests, quels qu'ils soient. Je pense à l'homéopathie, bon, c'est un sujet un peu controversé. Mais donc il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est que bon, une des caractéristiques du scientifique, c'est quand même le doute, l'art de se remettre en question. Alors comme vous le dites, le scientifique est modeste, mais il est modeste dans les conférences ou dans la vulgarisation. L'image que le public a du scientifique, c'est pas celle d'un homme modeste, parce que les gens, où est-ce qu'ils ont en contact avec la science, en fait, c'est d'abord par le journalisme, et le journaliste, en général, coupe toutes les phrases un peu qui remettent en question la phrase précédente, et en deuxième lieu, par le lycée. Et moi, je peux le dire parce que j'en sors juste. En tant qu'étudiant, le doute et la notion d'incertitude en sciences est enseignée vraiment très très tard. Maîtrise, on commence, licence maîtrise, on commence. Donc un professeur de lycée n'a pas été formé sur ces notions, et donc les enseignements jusque donc lycée et DUG sont souvent très dogmatiques. Il y a qu'à voir, les gens qui enseignent ici ont dû avoir une expérience en voyant les premiers comptes rendus de TP des élèves qui oublient toute barre d'erreur, toutes ces notions-là. Et je pense qu'après, le public a une vision assez dogmatique de la science, et par rapport à ça, se mettent à être plus relativistes et disent bon, mais les scientifiques croient avoir raison, nous on pense autrement, quoi. Oui. Deux remarques là-dessus. La première, c'est vous êtes d'accord avec moi, donc je suis d'accord avec vous, mais moi je pense que je fais une estimation comme ça, je pense que dans quelques années, 10 ans, on ne pourra plus noter les étudiants. C'est-à-dire, comment noter un étudiant qui conteste la relativité parce qu'il ne la sent pas? Comment je le note? Bon. La deuxième remarque, c'est à propos de la modestie du discours scientifique. Il faut apporter un correctif qui est l'impact de la communication. C'est-à-dire le fait que tous les grands laboratoires aient maintenant des directions de la communication qui produisent pas du tout de la pédagogie, mais de la publicité. Ça restitue, si vous voulez, une sorte d'arrogance scientifique qui passe plus du tout. Regardez les communiqués de presse envoyés par les grands organismes de recherche français, par exemple. Ils se terminent tous par une promesse. Grâce à cette découverte, on va pouvoir, etc. On est toujours dans le registre de la promesse. Oui,
Je voulais faire quelques remarques un peu décousues. La première, c'est de réagir par rapport à ce que vient de dire Yves Pommeau là, tout à l'heure à propos des mathématiques. Ça repose évidemment la question de Wigner, c'est-à-dire comment ça se fait que les mathématiques sont efficaces dans la description de la nature. Et là-dessus, je voudrais pas... comment ? Si tu veux, mais bon, dans les temps modernes, c'est Wigner. Alors, je ne vais pas disserter là-dessus, mais simplement vous renvoyer à un site. Il y a un logicien, un mathématicien français qui s'appelle Jean-Louis Krivine, et qui a des idées très originales, et justement qui sont pas platoniciennes pour une fois. La plupart des mathématiciens sont platoniciens, mais lui est un logicien, il ne l'est pas, et il remet cette question sur les pattes... sur des pattes relativement matérialistes qui sont très très intéressantes. Et ça a à voir avec le cerveau, etc. Bon, ça c'était un point. Et juste quand même citer cette phrase superbe d'Arnold qui disait que, en introduction d'un papier que tu connais, que les mathématiques sont cette branche de la physique où les expériences ne coûtent pas cher. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, mais c'est au cœur de la question. Hein, bon. Alors, le deuxième point, c'est à propos de l'universel, c'est-à-dire la démarche et la recherche de l'universel. Tu as dit, Étienne, effectivement, en science, on cherche de l'universel, on le trouve, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, on ne le trouve pas, bien sûr. Et pour prendre... c'est une banalité, mais enfin, dans l'art, il y a une recherche de l'universel, et on le trouve aussi, mais simplement, on ne le trouve pas de la même façon. Et comment dire, alors que nous, enfin, dans la démarche scientifique, c'est un accès direct dans lequel le sujet est censé disparaître. Dans la démarche artistique, c'est précisément à travers les singularités d'une démarche individuelle, personnelle, que, au bout du compte, il y a éventuellement un accès à l'universel. Mais c'est quand même un accès à l'universel. Quand on regarde une statue magdalénienne, c'est un gars dans sa caverne qui a fait ça, et ben voilà. Et puis c'est universel et c'est atemporel, etc. Et ça vit depuis 15 000 ans. Donc c'est simplement la démarche qui est différente et il faut pas. Évidemment, nous, c'est pour ça que quand il y a on fait des réunions où on parle de convergence entre l'art et la science, etc. Il faut aussi faire attention et laisser de la diversité dans les choses. Il y a peut-être des points de rencontre sur le plan individuel, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, mais dans les démarches, c'est quand même radicalement différent et il faut laisser vivre cette différence. On n'est pas obligé de tout réduire à une seule chose. Les choses sont différentes, elles ne fonctionnent pas de la même façon et c'est très bien comme ça. Ce qui m'amène à... Attends, juste un petit truc parce que ça va avec ton étudiant dans l'amphi. Si donc il y a plusieurs façons d'arriver à l'universel et d'essayer de comprendre comment on peut vivre ensemble, etc., alors dans ce cas-là, finalement, la question de ton étudiant, mais elle est tout à fait naturelle. Peut-être que ce qui est singulier dans cette affaire, c'est qu'il se lève au milieu de l'amphi, je ne sais pas combien tu as, il y a 400 étudiants à Centrale, peut-être. Plus maintenant. Plus maintenant, bon, d'accord. Alors, donc il se lève et il dit « j'y crois pas parce que je le sens pas », mais « j'y crois pas parce que je le sens pas », c'est une très bonne réaction. Oui. Alors ensuite, il faut dire, mais mon petit, il y a des choses qui existent que tu sens pas, et puis elles sont vraies quand même, et ça fonctionne quand même, etc. Mais c'est le début d'une démarche. Cette démarche, quand tu discutes, quand tu dis aux gens le paradoxe des jumeaux, ils te disent, mais tu te fiches de moi. Ils y croient pas. Et donc il faut dire, justement, que ce qui est extraordinaire, c'est que le cerveau humain était capable de construire des théories, des édifices mathématiques, etc., une cohérence, qu'on ne sent pas parce que le cerveau lui-même se développe à une certaine échelle du monde, et pas à toute la fois. Il ne se développe pas à l'échelle des vitesses proches de celle de la lumière, il ne se développe pas dans l'infiniment petit, où c'est l'aléatoire quantique qui règne. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire, il y a de quoi s'émerveiller, c'est aussi beau que la statue magdalénienne, d'avoir été capable de faire ce machin-là. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en même temps, si on veut avoir cette position modeste, alors il faut accepter que les gens nous rentrent un petit peu dedans, de l'autre côté. Et puis, bon, on va expliquer un petit peu comment ça marche. Mais ça me paraît normal, si tu veux, en quelque sorte. C'est pas scandaleux que le gars dise ça. C'est une réaction, au contraire, je trouve normale. Alors maintenant, pour aller sur les problèmes de politique, etc., et sur les promesses, parce que ça me paraît vraiment important. Alors d'une part, on peut se tuer, et on a des expériences récentes, avec des couteaux et des machettes, on peut faire des centaines de milliers de morts, c'est très facile, et on a ça, c'est distribué dans toutes les cuisines. Donc, il faut la radio, Quoi ? Il faut la radio en plus. Tu penses au Rwanda, sans la radio d'Émile Collins, qui organisait les massacres. Oui, bon, d'accord, bon. Ça rend les choses un peu plus efficaces, donc c'est sur une échelle de temps plus rapide, etc. Mais bon, on savait faire ça depuis très longtemps. Et donc, bon, est-ce que... Je ne sais pas si, tu vois, si c'est...
Bon, voilà, c'est tout. Je veux dire, on peut suivre avec les couteaux qu'on a dans une cuisine. Bon. Alors, l'autre chose, c'est les aspects de promesse. Alors ça, je crois que est-ce que vous pouvez... Oui, je conclus. Je conclus sur la pub. Il y a le 26 septembre, il y aura un débat à la mairie de Paris sur énergie, climat et les problèmes des échelles de temps, de discuter un petit peu les échelles de temps, parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites là-dedans. Et je renvoie aussi à un numéro. Alors, je fais de la pub pour une revue que fait Benjamin Dessus, qui s'appelle Global Chance. Et le dernier numéro du mois de juillet, je crois, c'était sur les utopies technologiques. Là-dessus, on a, je pense, une vraie responsabilité en tant que communauté scientifique, et pas seulement les physiciens, mais sur le fait de ne pas faire prendre des vessies pour des lanternes dans ce qu'on raconte dans les journaux, les instituts dont on dépend, le CNRS, l'NEP3, etc., quand on fait des promesses par rapport à ce dont on a entendu, des choses qu'on a entendues ici, sur l'évolution du climat, sur l'énergie, etc. Et là, c'est une vraie responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'ensemble de la population. Et c'est pas la peine d'être spécialiste du domaine pour dire un certain nombre de choses noir sur blanc. Bon, merci. Alors, très rapidement, sur le premier point, puisqu'on est proche de la Belgique, à propos de l'efficacité des maths, il y a une excellente thèse de Dominique Lambert de l'Université de Namur que je vous recommande de lire, où il reprend le questionnement de Wigner et montre qu'on peut interpréter l'efficacité des maths en physique en regardant quelles sont les mathématiques efficaces. C'est pas l'ensemble des mathématiques. Et quand on caractérise celles qui sont efficaces, on en déduit des critères qui permettent de comprendre cette efficacité. Bon. Ensuite, sur l'art et la science. Bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit, sauf que on ne parle pas du même universel. Si tu veux dire que l'universel de l'art, c'est le fait que tous les humains se reconnaissent dans une émotion collective en face d'une statue ancienne ou moderne, très bien. Mais cette émotion-là disparaîtrait si l'humanité disparaîtrait. Alors que l'équivalence entre l'énergie et la masse me semble être un universel beaucoup plus profond, au sens il resterait vrai, même si personne n'était là pour en contempler la vérité. Et sur les vessies et les lanternes, évidemment je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que ce registre de la promesse qu'on ne doit pas utiliser dans les applications technologiques, en disant que nous pouvons retarder la prise en charge des problèmes actuels parce que bientôt une nouvelle technologie va, la fusion étant un exemple par exemple, la fusion n'est pas un argument pour ne pas prendre aujourd'hui des mesures drastiques sur la question de l'énergie. Bon, mais quand Hawking écrit ce qu'il écrit, il fait bien pire. Parce qu'il dit que la physique finalement va rencontrer Dieu, on apprend au passage en une phrase que Dieu est un être pensant, bon, ce qui n'est pas évident, hein. Et donc il y a une espèce d'autorité qui vient d'on ne sait où, qui vient balancer des naïvetés philosophiques incroyables. Donc c'est là qu'à mon avis, le travail de Sokal et Bricmont doit être complété par un travail vis-à-vis du discours scientifique. Le livre d'Allègre sur Platon, par exemple, c'est une imposture intellectuelle. Une véritable imposture intellectuelle. Si tu admets que Platon, avec ses textes, c'est un objet scientifique, les textes de Platon, c'est un objet qui existe. Bon, ben, si tu as lu ces textes, tu ne peux pas dire ce que dit Allègre. D'accord ? Donc il y a de l'imposture intellectuelle également chez les scientifiques. Et puis, pour ce qu'on a dit sur l'applicanisme, je voulais juste dire, il y a quand même un fait scientifique évident, c'est qu'il y a des gens qui souffrent. Et à partir de ce fait scientifique, il y a des tas de réponses. La religion en est une, la psychanalyse en est une autre, etc. Et donc, on ne peut pas dire que ça se construit sur du vide. Ça se construit sur un fait qui est une souffrance psychologique. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, je vais peut-être dire 2-3 mots. L'un, c'est sur la question de la vérité. Et je pense que c'est effectivement très important de défendre la notion de vérité empirique. Je ne veux pas résoudre le problème des entités mathématiques, qui est quelque chose de compliqué, mais je pense que la science, effectivement, découvre un certain nombre de vérités empiriques. Je vois qu'on nous demande de terminer, alors je vais simplement faire remarquer que l'étudiant dont on a parlé en relativité, moi je trouve effectivement sa réaction comme première réaction naturelle. Moi j'avais cette réaction quand j'étais plus jeune, et Bergson, qui est un philosophe respecté, en tout cas, a essentiellement la même réaction, a écrit un livre là-dessus, et c'est un livre qui est toujours lu et étudié. Et finalement, sur la question du sens, je pense effectivement que la science a mis en question un certain nombre de sens, le sens de la vie, mais je pense que c'est une bonne chose parce que le sens, souvent, dans les sociétés pré-scientifiques, est identifié à certaines croyances religieuses ou nationalistes qui alors ont des effets
extrêmement négatif. Le sens n'a pas que des aspects positifs. Moi, je vis sans sens. Moi, j'ai une vie qui n'a pas de sens. Je ne sais pas quel est le sens de ma vie. Je me pose pas la question et je trouve que il y a moyen de vivre comme ça. Donc, je sais pas très bien. Enfin, je veux dire, la notion de sens, moi, chaque fois qu'on parle de sens, de quoi vous parlez exactement, je sais pas très bien. Je veux dire, je pense que la révolution scientifique a aussi mis ça en question, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mais bien évidemment, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est ça qui fonde, à mon avis, la démarche scientifique, c'est qu'elle a mis de côté la question du sens. Le fait est que la question continue d'être posée par ailleurs. Oui, mais il faut voir ce qu'ils veulent dire par là. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je constate qu'elle est constamment posée. Bon, je crois que malheureusement on est obligé de s'arrêter, on est déjà très en retard, donc je remercie les deux intervenants, je crois qu'on peut applaudir encore.